Bonjour à tous. Et moi aussi très heureux de vous voir aussi en physique, ça fait du bien. Ce que je disais avant, on en a fait pas mal ces 18 derniers mois en distanciel et c'est quand même autre chose, rien que de se rencontrer nous, c'est déjà cool. Donc ça fait plaisir de vous avoir ici. Donc aujourd'hui on va parler food, on va parler livraison, on va parler course. Et pour ce faire, comme le disait Alain, on a trois personnes qui à leur échelle, sont en train de bouleverser pas mal de choses et surtout sont en train d'amener du sens à vos courses. Et je pense qu'on en a malgré tout tous besoin. Donc je vais vous les présenter. Tout d'abord, on a la chance d'accueillir Colline Burland, qui est donc cofondatrice d'Omi, qui est une marque de food qui crée ses propres produits à des prix accessibles et qui souhaite bien rémunérer chaque partie prenante. Donc on va vite en apprendre plus et qui surtout fait preuve de beaucoup de transparence. Si vous allez sur leur application, vous verrez tout est hyper traçable. Site qui Ouais, a ouvert hier. ah bah tu vois, moi j'étais Le allé site que sur marchand. l'application. Et ben voilà, vous pouvez aller sur le site maintenant. Eh bien bonjour Colline. Enchantée, ravie d'être là. Ensuite, on a la chance de recevoir Édouard Morange, qui est le fondateur de d'Épicerie, qui est une place de marque épicerie avec un Y. C'est Épicerie avec un important. Y. Épicerie avec un Y, qui est une place de marché qui vous permet justement de retrouver tous vos commerçants de proximité de bouche disponibles sur un seul site. Bonjour Édouard. Bonjour. Et ensuite, on reçoit Paul, Paul Lay, qui est fondateur de La Belle Vie, que vous connaissez sûrement tous, qui est le gros acteur aujourd'hui de la distribution food et pas que, française, qui existe déjà depuis quelques années. Bonjour Paul. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous demander justement de vous présenter peut-être un peu plus avec quelques chiffres clés, comme ça on va mieux apprendre à vous connaître. On fait dans l'ordre que je vous ai annoncé? Parfait. Alors moi, on est un peu le petit nouveau entre épicerie et la belle vie. On a commencé, on se disait hier, ça faisait 9 mois qu'on a commencé à vendre nos produits. On a travaillé un peu plus d'1 an avant sur la conception, parce qu'on est une boîte d'agronomes. En fait, on a vraiment travaillé des matières premières, des producteurs, et après trouver des partenaires sur le territoire français pour transformer nos produits, pour concevoir une première gamme d'épicerie de tous les basiques qu'on a autour de son frigo à la maison, et de retrouver le sens de l'alimentation dans le sens où on vient apporter toute la transparence, traçabilité sur tout ce qu'on fait et quelle est la meilleure des filières qu'on pourrait avoir sur du blé pour ensuite pouvoir faire des cookies dont on parlait ce matin par exemple. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 produits qui sont à notre marque, complètement conçus avec nos filières ingrédients et nos recettes sur des produits qui sont un petit peu plus transformés. On a un peu plus de 2500 clients et dont la moitié sont des repeaters, donc qui ont réacheté. Donc on a un taux de réachat qui est très important. Et comme le disait Sébastien, on est complètement nous digital. On a commencé par une app et lentement on a ouvert différents canaux. Déjà une web app et depuis hier un site internet marchand. Et toujours dans exactement la même UX, UI de ce que l'on fait sur l'application. Donc bonjour, je suis Édouard Morange, je suis un des cofondateurs d'Épicerie, une place de marché de commerçants de proximité dans le domaine de l'alimentaire. On s'est lancé en 2016, donc il y a un peu plus de 5 ans, avec des commerçants parisiens, des bouchers, des poissonniers, des primeurs, des fromagers ou des pâtissiers, et avec une envie, c'était de leur permettre d'accéder à l'univers digital, dont ils sont assez éloignés traditionnellement, et qui pourtant recouvre une importance de plus en plus grande. Sauf qu'eux, ils savent sélectionner un produit, ils savent le transformer, ils ne savent pas du tout s'occuper ni de la plateforme technique, ni de la communication digitale, et encore moins de la logistique. Et donc ce qu'on a fait, c'est on leur a apporté cette solution clé en main, qui leur permet aujourd'hui de vendre et de livrer dans l'heure les clients dans un rayon qui peut aller de 2 à 10 km, avec la possibilité, une fois qu'on a rentré son adresse, de choisir exactement
le commerçant qu'on souhaite, ou les commerçants puisqu'on fait du multipanier, et de faire l'ensemble de ses courses avec les produits qu'on a choisis. On va prendre les blancs de poulet de son boucher, le brocoli, les carottes chez le primeur, le plateau de fromage chez son fromager, et se faire livrer tout en une seule fois sur un créneau d'1 heure dans la journée pour la majorité de nos clients. On travaille aujourd'hui avec environ 1 millier de commerçants partenaires. Ça va du petit commerçant en bas de chez vous, dont vous connaissez très bien le visage, mais pas forcément le nom, jusqu'à des grands noms de la pâtisserie, Michalak, Conticini, des meilleurs ouvriers de France, ou quelques grandes épiceries comme l'épicerie italienne Italie, dont on assure l'ensemble de la livraison sur Paris et la région parisienne. Et puis pendant le confinement, on a étendu nos services à d'autres villes. On était présent à Lyon historiquement depuis 2018. On a lancé Bordeaux, Lille et Toulouse en 2020. Et pour continuer de se développer sur une échelle plus large, nationalement et peut-être internationalement dans les prochaines années, on s'est rapproché du groupe La Poste via sa filiale Géopost qui assure une partie de nos livraisons et qui est devenu l'actionnaire majoritaire d'épicerie cette année. Paul ? Donc labelvie.com, on a lancé le site il y a 6 ans. Ça passe super vite. Avec l'idée simple de livrer vos courses de manière très rapide. Donc on a commencé avec la livraison en 1 heure sur Paris. On l'a gardée, mais sauf qu'elle est plus gratuite, mais elle est payante. Et maintenant on livre toute l'Île-de-France, un catalogue de 15 000 produits. La particularité de la Belle Vie, c'est que sur ces 15 000 produits-là, il y a presque 5 000 produits frais. Sur ces 5 000 produits frais, vous avez tous vos produits de fromagerie, de crémerie, votre boucherie, votre boulangerie, mais aussi beaucoup de fruits et légumes. Et la secret sauce de la Belle Vie, c'est derrière des logiciels qui permettent de gérer toute la vie des entrepôts et la vie des people qui y travaillent, mais aussi la vie des produits qui y sont. On a des produits avec énormément de durées de vie différentes. Et notre truc, c'est de savoir livrer très rapidement et de manière, j'espère, rentable aujourd'hui. Voilà. C'est important. Très important maintenant. Colline, du coup, toi, tu es une sorte de DNVB. Tu intègres l'ensemble de la chaîne, tu réfléchis, tu fais des recettes, tu vas sourcer de la matière première, tu vas fabriquer avec tes partenaires, tu vas les distribuer, tu vas faire du web, de la logistique. Comment on fait tous ces métiers quand on est une jeune boîte ? Je pense que la clé, elle a déjà été dans les fondateurs. On est 4 fondateurs, donc on s'est dit quels sont les métiers qui sont les plus importants pour monter une boîte qui occupe une grande partie de la chaîne de valeur dans l'alimentaire. Et on a donc été, moi je viens du monde alimentaire, je viens de la grande distribution. J'ai eu pendant assez longtemps la direction d'un hypermarché. Après j'ai fait pas mal de catégories management pour terminer d'avoir direction de l'offre chez Franprix. Donc fabriquer des produits, les sourcer et cette relation que j'avais avec les partenaires et les fabricants, voilà, c'était quelque chose que je faisais depuis un peu plus de 10 ans. Ensuite, on a Christian qui venait du monde digital, qui est un des cofondateurs de Vestiaire Collective et qui avait cette vision de un produit tech, comment est-ce qu'on scale aussi assez rapidement une entreprise, parce que en ayant tous ces métiers-là, il faut qu'on ait rapidement du volume. On a Benoît qui est CTO parce qu'on a fait tout en fait, on appelle ça un backbone, une colonne vertébrale tech. C'est un peu ce que tu disais sur la façon dont on gère tous ces produits-là. Un peu moins complexe dans notre cas parce qu'on a décidé de commencer par les produits secs et on gérera les produits frais de façon un petit peu différente par la suite, et Joséphine qui s'occupe de toute la partie opération et finance. Donc en fait, on a réussi dans les 4 fondateurs, on a tous entre 10 à 25 ans d'expérience, et je pense que c'est la clé quand on est une jeune boîte et qu'on a pas mal d'ambition. Et ensuite, c'est d'aller en fait, de rapidement mettre en œuvre le projet, d'être très très rapide. Enfin, on a quand même été de 0 à 200 produits en 9 mois de vente. Donc, pour ceux qui ont déjà conçu des produits alimentaires, sourcé des produits alimentaires, je pense qu'on peut mesurer un peu l'effort. Dans le cycle naturel du retail, on va mettre entre 12 à 24 mois pour un produit. Après, il y a des équipes plus grandes, donc on pourra en lancer une trentaine, une quarantaine, mais
Voilà. Ouais, non, c'est juste fou. C'est juste fou. J'étais super impressionné en parlant avec Colline pour préparer ce rendez-vous. Je le suis toujours autant. Édouard, chez Épicerie, vous avez aussi beaucoup de métiers. On l'a vu, le digital, la logistique, le sourcing aussi. C'est quoi le plus difficile aujourd'hui? Le plus difficile pour nous, c'est probablement la logistique. On est sur un marché qui est en évolution rapide. Ça fait déjà des années que les consommateurs déclarent vouloir mieux manger. Dans le mieux manger aujourd'hui, on note que la proximité et le local sont extrêmement importants. C'est devenu même un référentiel plus important que le bio chez les consommateurs. Et donc, se procurer des produits chez son boucher de quartier, chez son poissonnier, c'est la garantie d'un produit de qualité. Maintenant, là où c'est un enjeu, c'est effectivement quand on n'a pas d'entrepôt, comme Paul, d'organiser la logistique de produits qui sont tous différents. Quand on fait un achat juste d'un panier de fruits et légumes de 4 kilos, c'est assez simple d'avoir une logistique du dernier kilomètre en vélo assez rapide et relativement peu coûteuse dans le centre de Paris. Dès que on transporte des produits plus complexes, la tarte pour 6 personnes de l'anniversaire de votre fille, le plateau de fruits de mer ou les huîtres ouvertes de votre poissonnier, et qu'on va cumuler en plus les produits de ces différents artisans, ben là il faut être extrêmement efficace au niveau logiciel toujours, et c'est ce qui nous rejoint, c'est qu'on est tous de la tech, pour optimiser cette livraison qui a un coût relativement important et qu'il faut donc optimiser si on souhaite conserver de la marge pour développer ensuite la communauté de clients et de commerçants. Paul, je vais être un peu provoque, j'aime bien ça. Mais chez Épicerie, on a la capacité de choisir les produits de son commerçant local, de les avoir peut-être déjà testés, etc. Qu'est-ce qui fait du coup la plus-value de la belle vie comparée à un business comme celui de l'épicerie, d'aller chercher des produits dont on sait peut-être un peu moins d'où ils viennent et qui les a choisis? Enfin, nous, on n'est pas une marketplace, on est un retailer, c'est-à-dire qu'on achète nos produits, on les stocke et on les vend. On a des catégories managers qui font évidemment tout le sourcing et qui choisissent les produits qu'on doit vendre. Nous, on est plutôt une plateforme qui est agnostique. Aujourd'hui, on est plutôt sur du convenient pour du weekly grocery, c'est-à-dire que les courses de la semaine. Et nous, on n'a pas pour vocation d'éduquer un marché alimentaire, on est plutôt là pour redonner du temps à nos clients. Donc évidemment, je salue toutes les initiatives pour mieux manger. Nous, on est plutôt dans une initiative de redonner du temps pour manger et si on le peut, mieux manger, évidemment avec du sourcing, en mettant en avant beaucoup plus de produits frais qu'on aurait pu le faire il y a 6 ans, les historiques. Donc tu peux me provoquer, mais parce que mais c'est pas du tout ma vocation aujourd'hui. Peut-être qu'elle le sera demain quand on sera un peu plus gros. Mais nous, on a vraiment monté ce service-là pour redonner du temps aux gens et du temps aux gens pour faire ce qu'ils ont envie, mais aussi pour cuisiner, parce qu'on avait l'impression que les gens avaient de moins en moins de temps pour cuisiner, parce que faire les courses, ça prenait du temps, c'était pas agréable, et finalement, on se retrouvait à acheter des produits très, très, très basiques. Et la richesse du catalogue de la belle vie permet de faire des découvertes. Et si c'est des découvertes de produits qui sont bons et bons, tant mieux. Donc du coup, ta proposition de valeur, elle est avant tout sur le temps, sur la livraison rapide, que sur le produit en tant que tel? Moi, j'ai 2 propositions de valeur. C'est évidemment, j'espère, la qualité de mes produits et le large choix et la livraison rapide. Quand on parle de choix sur épicerie, il y en a.
en se baladant sur épicerie, à la fin, ça redevient un peu, sans vouloir manquer de respect, un peu comme un Google si on n'est jamais allé chez les fabricants, chez les légumiers, etc. Parce que finalement, on choisit à la note. Moi, je me suis amusé à aller dessus et à se dire, bah, je connais pas, je viens d'arriver dans un quartier, je connais pas vraiment les commerçants et je vais finalement choisir à la note. Et il y en a qui en ont des pas très très bonnes. Comment vous faites le choix des commerçants présents sur la plateforme? Alors, nous, on se fie d'abord effectivement à l'appréciation de nos clients, à la recommandation des pairs, parce que finalement, dans ces métiers de bouche, les gens se connaissent et savent qui travaille bien et qui travaille pas bien. Et effectivement, on suit de très près les sujets de qualité, c'est effectivement extrêmement important, et on éduque même les commerçants pour que la commande qui arrive par épicerie soit la mieux traitée parmi toutes les commandes. Parce que ce que vous pardonnez à votre primeur qui vous a vendu une barquette de fraises avec une fraise légèrement pourrie sous le dessous, quand vous avez choisi vous-même votre barquette, vous ne lui pardonnez pas quand c'est lui qui l'a choisi pour vous. Donc il y a un travail d'éducation, mais l'ensemble de nos commerçants jouent le jeu. Et de ce point de vue-là, on a une note globale sur la qualité qui nous satisfait et qui correspond à mieux que le standard sur les produits frais. Après, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu arrives dans un quartier, tu ne connais pas les commerçants. Bah, l'idée, justement, c'est de t'aider à choisir des commerçants autour de toi que tu n'as pas forcément l'occasion de connaître parce qu'ils sont peut-être à 1 km, 1,5 km de chez toi, et de te proposer de continuer de faire tes courses dans ton quartier plutôt que de te diriger vers une plateforme qui peut être une plateforme mondiale qui va te vendre des produits standardisés. Nous, ce qu'on essaye de vendre, c'est justement ce quartier dans lequel tu habites, cette rue commerçante où, au-delà de faire ton marché, tu vas pouvoir aussi te promener et voir la vie locale. Donc, c'est vraiment cette défense de la vie de quartier, de notre mode de vie autour du marché et du centre-ville qu'on privilégie. Donc chez Épicerie, on vend la relation avec son épicier. Chez toi, Omi, on vend plutôt presque la relation avec le fabricant, l'agriculteur, en étant vraiment dans ce rapport de, il y a une transparence sur ce qu'il va gagner, il y a une transparence sur comment, d'où vient le produit. Quel est justement ce rapport enfin, est-ce que c'est vraiment important pour le français d'avoir contact indirect, mais le contact quand même avec le fabricant de son produit? On voit là les derniers chiffres par rapport aux progressions du bio et aux progressions du circuit court. Donc là, c'est vraiment les ventes. Donc on parlait ce matin qu'il fallait mieux observer les clients plutôt que de les interroger sur ce qu'ils voulaient. Et on voit que le bio est en train de stagner et qu'on a une grosse augmentation de tout ce qui est local et circuit court. Donc je pense que oui, on va dire, on parle un petit peu que le circuit court, le local est le nouveau bio, mais ça en dit assez long en fait sur notre rapport à l'alimentation, et je pense que c'est assez proche avec les commerçants de son quartier, c'est qu'on a envie d'avoir le lien avec nos producteurs et les gens qui fabriquent notre alimentation. Je ne sais pas si toi, Paul, par rapport à ce que vous vendez à la marque La Belle Vie, parce qu'il y a toute la partie traiteur de ce que vous fabriquez, il y a peut-être un lien qui se crée, et ça peut être la marque aussi, hein, qui a ce lien émotionnel qui se crée, pas forcément personnalisé par un producteur, mais il y a vraiment... Enfin, nous, on voit que on a fait un survey, une enquête auprès de nous, nos clients actuels. Et on voit que ce qui revient en tout premier, c'est vraiment d'avoir toute cette traçabilité, cette vision, de savoir qui fabrique notre alimentation et de pouvoir comprendre et d'avoir en fait, et les gens vont pas forcément lire toute la fiche produit. On a des fiches produits, vous pouvez vous endormir le soir en lisant des fiches produits si vous voulez. Et mais on sait que l'information est là, on l'a disponible, et c'est ça qui est la demande aujourd'hui. Enfin nous, une grosse motivation du point de vue de nos consos, et aussi sur être sûr qu'on a fait le bon choix.
Je pense que c'est aujourd'hui de dire il y a une vraie prise de tête, c'est assez classique comme discours, mais c'est très vrai de dire qu'est-ce que je choisis. Nous, on a un seul produit par unité de besoin, genre une confiture de fraises, j'en ai pas plusieurs, donc en fait, il n'y a pas moyen de se tromper là-dessus, et on explique pourquoi est-ce que cette confiture de fraises, c'est la bonne aujourd'hui, et surtout, nous, on se concentre à l'améliorer tout le temps, donc on raconte l'histoire de nos produits aussi, et c'est ça qui nous permet d'être sûr que c'est le meilleur produit, parce qu'on concentre nos énergies sur un seul produit, et pas sur une gamme de produits qui est plus un boulot comme disait, de retailer, où on va venir choisir les marques avec qui on va travailler. Et c'est le travail de la marque, donc c'est un cran au-dessus, de faire ce travail-là par la suite. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution, c'est que le consommateur, de plus en plus, vote avec son porte-monnaie et qu'aujourd'hui, il a une multitude d'offres et qu'il va choisir de dépenser son argent chez l'acteur qui colle le plus à ses attentes, d'une part, mais aussi à ses valeurs. Et je pense que la juste rémunération à la fois du producteur, de l'artisan, du livreur, sont des sujets qui l'amènent effectivement à réfléchir. Est-ce que finalement je cherche toujours le produit le moins cher? Est-ce que je vais pas chercher un produit qui a du sens? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit aussi vite? On n'est pas, justement, tu en parlais tout à l'heure ici, sur de l'ultra rapidité. On livre, aucun de nous trois livre en 10 minutes. Et je pense que c'est aussi un choix social et responsable de dire, ben, voilà, nous, on privilégie une forme de responsabilité et de qualité par rapport à de la vitesse pure. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, on a ici trois acteurs qui sont assez transparents sur la relation avec les producteurs, avec les artisans, avec les livreurs, et qui répondent de plus en plus à cette envie du consommateur. Justement, alors, Paul, sur la sélection produit, donc chez Omi, hein, je ne veux pas vous opposer, hein, mais chez Omi, il y a ce truc de se dire, Non. il y a un produit, il y a une confiture de fraises. Toi, quand tu t'es présenté, tu as dit tout de suite, on a 15 000 produits. Tu parles de faire gagner du temps, principalement sur la livraison, etc. Est-ce que tu n'en fais pas, à contrario, perdre un peu avec ce choix qui est multiple? En fait, nous, on essaye d'offrir le plus gros choix parce qu'on sait que on pense aussi, que les clients ont des affinités avec des marques et pas qu'une marque. Et c'est aussi ça qu'on cherche chez La Belle Vie, c'est-à-dire qu'on essaye d'attaquer un marché qui est un peu plus gros. Et dans ce marché-là, il y a plein de petites communautés qui sont dans ce marché-là. Et on attaque ce marché-là et toutes ces communautés en leur adressant le maximum de produits et donc de marques différentes. Et on pense aujourd'hui que c'est ce qui fait la rétention chez nous, mais aussi la croissance et aussi évidemment la taille de l'entreprise. On a déjà beaucoup de travail à développer un modèle logistique qui n'existait pas il y a 6 ans, qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Des acteurs qui font autant de produits frais en same day en France ou en Europe à un niveau qui est le nôtre. On parle de 3000 livraisons par jour. On n'en connaît pas. Et nous, notre challenge, il est technique, logistique, mais aussi trouver une rentabilité. Et cette rentabilité-là, on l'a trouvée en offrant un large choix. Et encore une fois, on se ressemble avec Omi, mais on n'est pas sur le même champ de bataille. Voilà, Oui, je pense que c'est aussi des besoins clients assez différents. Un client, il n'est pas à 100%. Je crois que le chiffre, c'est un client va en moyenne visiter 7 points de vente, que ce soit digital ou physique, différents.
Donc c'est des moments de consommation qui sont différents. On va avoir on a un besoin de la belle vie à un moment de la semaine. On va avoir un autre besoin de conso sur Omi. Tu nous parlais de la façon dont tu faisais ta liste de courses sur Omi qui reste en fait, qui est permanente et qui est plus dans une logique de slow parce qu'on est en plus sur des produits d'épicerie qui se conservent. Donc en fait, pour moi, ça se cumule. Je pense qu'il y a très peu de consos qui sont 100% sur un seul point de vente. C'était avant, je pense, dans l'hypermarché, tous sous le même toit. On pouvait tout faire, mais ça a bien changé depuis. Donc, moi, il y a une complémentarité des acteurs et voilà, sur certaines choses, on va chercher des produits hyper spécifiques, ce que tu proposes. Moi, je ne vais pas faire de graines de spiruline. J'ai dit moringa, tu vois, j'ai dit moringa ou un truc comme ça. Ça, je ne vais pas le faire. Et donc, par contre, ça va être un vrai besoin et le conso va vouloir l'acheter. Mais du coup, par exemple, tes produits OMI, par rapport à ta proposition de valeur qui est de se dire il y a un produit par référence, est-ce que demain tu peux être sur la belle vie? On aimerait bien. Justement. Pour l'instant, en fait, on fait très peu de retail. On ne se ferme pas du tout cette opportunité-là. Mais nous, on a une logique de construction de marque aujourd'hui et de création de notre univers, de faire passer nos valeurs. Et donc, on s'est concentré aussi. Tu parlais de comment est-ce qu'on fait ça. Nous, on est 19 chez Omi. Donc, il faut choisir nos batailles et nos combats et de faire bien les choses qu'on fait. Et aujourd'hui, déjà, rien qu'à voir déjà d'être multicanal entre l'application et notre site, de gérer aussi toute la partie livraison, ça nous occupe pas mal de temps. Donc, je pense qu'on ferait pas forcément bien les choses si on s'ouvrait pleinement au retail aujourd'hui. Et il y a cette logique aussi d'avoir un intermédiaire en plus. Et ça me faisait penser que tu disais qu'aujourd'hui, il y a tout le monde par rapport à des réseaux de livraison. Enfin, il y a un vrai enjeu parce que le sujet de la discussion, c'est sur l'avenir, comment on fera ces courses demain. Il y a une vraie notion d'un agrégateur de flux par rapport à toutes les livraisons qu'on va avoir. Et donc, là, c'est là où se pose la question aujourd'hui de retail, ou plutôt, comment est-ce qu'on vient livrer 1 à 2 fois les foyers par semaine, cette partie-là. On parle souvent du mieux manger. J'ai sorti une étude hyper récente d'OpinionWay qui dit quand même que 42% des Français, leur premier choix sur l'alimentaire, ça reste le prix. Donc malgré tout, il faut réussir à faire mieux manger tout en conservant des prix acceptables. J'ai pris l'exemple justement du pot de fraises. Le pot de fraises qui est vendu chez Omi 2,92, 63 centimes, le pot de fraises de 310 grammes. Confiture de fraises. Hein. Oui. J'en pas de fraises. Confiture de fraises, 310 grammes. Alors vous allez faire un peu de calcul. 2,92 €, 63 centimes pour le producteur, 1,17 € pour le confiturier, 72 centimes pour la plateforme, 22 centimes pour la marque, et après la TVA. 22 centimes pour la marque. Comment on fait du business en gagnant 22 centimes? En faisant de la masse. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, si on veut, on a des ambitions qui sont de rapidement grandir. Et on sait que sur l'alimentation, si on veut respecter justement cette demande client d'être sur un prix qui soit accessible, l'objectif, c'est justement d'atteindre un maximum de foyers et avec de la récurrence sur les paniers. Nous, on livre toute France. Ça a été, et c'est notre ambition, c'est d'aller ouvrir des hubs comme on a aujourd'hui sur Paris, dans les différentes villes de France. Donc oui, comment est-ce qu'on gagne sa vie? C'est en vendant plus de produits. Mais je pense que là, tous les trois, vous pouvez en parler aussi. Ouais, bien sûr. Oui, bienvenue dans l'univers de la food. C'est vrai que c'est des petites marges, mais c'est des marchés où les gens consomment tous les jours. Ils sont fidèles. Et donc, effectivement, l'enjeu numéro 1, c'est de les servir le mieux possible pour qu'ils reviennent le plus souvent possible. Et donc, effectivement, c'est une question de durée de vie du client et de répétition des commandes. On est tous là à chercher cette équation qui, effectivement, à partir de petites marges, mais multipliée par des dizaines de commandes dans l'année, nous permet de effectivement continuer de nous développer. Et juste pour terminer sur la confiture de fraises, j'ai regardé un peu pour un comparatif Bonne Maman. La confiture de fraises Bonne Maman sur le même pot, même typologie de pot, c'est 2 € en moyenne, donc c'est un peu moins cher. Mais quand on va sur le site de Bonne Maman et qu'on a des Bonnes Mamans un peu cool,
C'est 4,50. Donc c'est là où on se rend compte finalement que ton prix il est hyper mesuré, parce que finalement quand on le compare à qualité égale et pas juste à quantité égale, on voit tout de suite que c'est On pas est sur de la fraise française, ce qui n'est pas le cas de Bonne Maman aussi, pour le pot qui est classiquement vendu, mais qui est un sujet parce qu'il y a très peu de fraises pour faire de la confiture en France. Ouais. J'ai fait de la confiture de fraises. Ouais. Non, non, mais parce qu'en fait, je lisais un chiffre et je me suis dit non. Alors, du coup, moi, sur la partie justement de transparence produit, aujourd'hui, donc toi, il y a un vrai sujet de qualité aussi chez Épicerie, de qualité. Chez La Belle Vie, c'est un petit peu différent, comme tu le disais, finalement, c'est la marque aussi que les gens viennent chercher, que tu n'avais pas cette obligation ou en tout cas cette mission de faire mieux manger. Est-ce que demain, on peut imaginer, un peu comme peut le faire Amazon avec ses Amazon Basics, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de MDD La Belle Vie et du coup, qu'est-ce qu'elle raconterait? Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que dans le futur, il y aura probablement une MDD La Belle Vie. Et ce qu'elle va raconter, ça va être des choses assez évidentes, hein. Ça va être fait avec des bons produits, ça va être fait avec beaucoup d'amour, et ça sera fait dans la qualité de l'art. Voilà. Je pense que c'est comme les basiques d'un produit MDD. Donc ça va raconter ça, mais on est beaucoup trop early pour que je t'en dise plus. Ça, c'est plutôt des plans à moyen, à long terme. Un truc qui est intéressant chez Épicerie, c'est que finalement, vous êtes là pour nous faire garder contact indirect avec notre épicier de quartier, et en même temps, de par le fait de ne peut-être plus le voir, je perds ce contact humain. Comment justement ce rapport de se dire je ne vais plus chez mon épicier, donc je le vois plus, j'ai plus son conseil potentiellement en se disant tiens ça aujourd'hui tu dois pas le louper parce que c'est exceptionnel. Comment on arrive à garder et à faire vivre ces deux mondes? Bon, mais je te rassure, hein, nos clients, ils continuent d'aller chez leurs commerçants et on est très heureux d'être un acteur du phygital. Le risque, en réalité, c'est que si les commerçants ne se mettaient pas à faire du digital, ils soient nombreux à baisser le rideau dans les 10 prochaines années parce que effectivement, la demande de livraison, elle est là. Et que la demande de service, elle va croissante. Aujourd'hui, l'e-commerce alimentaire, c'est environ 8-9% du business. Tout le monde parie sur des chiffres autour de 20-25% d'ici 5 ans. Donc l'objectif d'épicerie, c'est d'accompagner les artisans, les commerçants des centres-villes dans cette digitalisation pour que tu continues à aller les voir dans 5 ans, qu'ils soient toujours présents et que tu puisses justement choisir dans la rue commerçante entre différents bouchers, entre différents poissonniers, etc. Donc on n'est pas du tout sur une alternative, on est sur une complémentarité et la majorité de nos clients, ils continuent le week-end d'aller faire leur marché à côté de chez eux. C'est juste quand ils rentrent tard le soir, qu'ils ont un dîner à préparer avec des amis ou pour leur famille, ils vont privilégier cette personne avec qui ils ont un contact régulier dans leur quartier plutôt qu'une plateforme anonyme où en plus ils n'ont pas le moyen ensuite de revenir vers le commerçant pour lui dire merci beaucoup pour ce fromage ou ce morceau de viande que vous m'avez vendu, il était exceptionnel. Moi, je vis dans un quartier où il n'y a pas de bon boulanger. Genre, à 300-400 mètres, il n'y a vraiment pas une seule bonne baguette. Mais j'y vais quand même, parce que c'est les seuls qu'il y a dans le quartier. Est-ce que, indirectement, Épicerie va pas tuer les moyens commerçants? Je pense que les moyens commerçants, ils ont pas besoin d'épicerie pour mourir. Aujourd'hui, la concurrence, elle est là et les bons boulangers, il y en a de plus en plus dans Paris et j'en suis le premier ravi. Et effectivement, ils vont remplacer les boulangers qui font des produits de qualité médiocre avec des ingrédients pas satisfaisants. On voit que les Parisiens,
Ils veulent aujourd'hui du pain au levain, ils veulent des farines anciennes, etc. Donc c'est aux commerçants de s'adapter à la demande, hein, et c'est les premiers à le faire. Ils sont les bons commerçants, les bons artisans, puisque les boulangers, ce sont des artisans qui vraiment partent d'une matière brute. Ils savent faire cette chose-là. Donc ce danger, il n'est pas lié au digital, il est lié au fait que si les gens veulent des bons produits, ben, les meilleurs seront avantagés par rapport à ceux qui ne font que vendre des produits qu'ils ont achetés ailleurs et qui ne sont pas toujours bien réalisés. Ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si ça doit être une sorte de conclusion mais en regardant par exemple les pâtissiers chez vous, les plus connus, Michalak, etc., n'ont pas les meilleures notes. Et ça, c'est assez drôle. Alors je ne sais pas si les gens sont plus sévères avec eux qu'avec d'autres. Je ne sais pas s'il faut entièrement se fier aux notes. Nous, on a effectivement un label qui valorise les meilleurs commerçants, ceux qui travaillent le mieux, à la fois sur la qualité de leurs produits, mais aussi sur le service qu'ils apportent. Et aujourd'hui, je pense que on a plus de 100 ou 150 commerçants pâtissiers et boulangers sur Paris. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Peut-être que effectivement, quand tu commandes loin de chez toi une pâtisserie que tu as vue dans la presse, parce que c'est effectivement une star de la pâtisserie, tu es encore plus exigeant que quand tu commandes chez le pâtissier d'en bas de chez toi le gâteau au chocolat de l'anniversaire de ta fille. Mais en tout cas, nous, on est très attentifs à ce que on ait un panel d'offres qui soit à la fois de proximité et de qualité pour l'ensemble des consommateurs, et chacun avec son attente doit trouver le produit qui lui convient. Et objectivement, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. On travaille avec des bouchers qui font de la côte de bœuf, c'est toujours l'exemple classique. On a de la côte de bœuf à 40 € le kilo, et on a de la côte de bœuf à 250 € le kilo, et c'est pas le même produit. Et chacun doit pouvoir trouver ce qu'il recherche. L'important, c'est effectivement de savoir que cuisiner des produits frais, acheter des quantités raisonnables et ne pas gaspiller, c'est le meilleur moyen de réaliser des économies. Tu parlais du prix. Le prix d'un poisson cuisiné à la maison, c'est pas forcément excessif. Si tu sais choisir et que ton poissonnier te conseille des poissons qui sont pas uniquement la sole et le bar, tu vas pouvoir nourrir une famille de 4 personnes à des tarifs très raisonnables, si tant est que tu te mettes 15-20 minutes en cuisine. Omi, en discutant, enfin Colline, en discutant de Omi en préparant cette conférence, tu me disais que tu allais dans les mois à venir ouvrir un peu des points relais, entre guillemets, des dark stores dans Paris pour pouvoir livrer. Tu as travaillé dans le commerce de proximité, dans la grande distribution de proximité. Est-ce que en ouvrant des points comme ça, des points où les clients n'ont pas accès juste pour faciliter la livraison, est-ce que c'est pas abîmer un peu le paysage des villes? Alors, c'est pas notre plan. Nous, c'est un hub par ville. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a Montreuil. Et ce qu'on planifie, c'est d'aller ouvrir Lyon, Lille, Bordeaux, et d'avoir un centre national un petit peu plus important, parce qu'on est à l'étroit à Montreuil. Donc non, c'est pas du tout la logique d'Airstore. Puis nous, on n'a pas d'outils logistiques, hein. On compose des colis, et après on travaille avec différentes. On travaille notamment avec Chronopost, donc une filiale de la Poste, et avec d'autres coopératives de livreurs. Donc on n'a pas aucune velléité à le faire. Donc non, on ne veut pas du tout abîmer le paysage des centres-villes. Nous, notre vision, et si on parle de la façon dont on fera ses courses demain, c'est vraiment ce qu'on dit peace of mind. Donc vraiment cette paix de l'esprit, d'avoir quelque chose qui est extrêmement facile, de venir agréger une offre locale sur tout ce qui est frais, mais aussi les univers sur lesquels nous on ne va pas aujourd'hui, sur toute la partie de tout ce qui est maison et hygiène corporelle. On travaille avec What Matters, parce que
on a effectué un travail avec les fondateurs de Mott Motors, dire quelle est votre vision de la transparence, quelle est la traçabilité que vous avez aujourd'hui sur vos produits, sur vos matières premières, quelle est votre vision à terme, quelle est votre vision sur la partie des emballages, on en a très peu parlé, mais nous c'est un gros travail qu'on effectue. Et vu qu'on a cet alignement de valeurs, cet alignement de vision, ils sont venus, en fait, nous, on les a ouverts à la vente sur OMI. Ce qui fait qu'en fait, nous, on va embarquer des marques amies et les marques qui ont cette même vision et où on peut exactement effectuer les mêmes en fait, diagnostics qu'on peut faire avec nos agriculteurs, nos transformateurs, et de venir, en fait, on fait ces courses en fait, en toute confiance. On a essayé de parler de confiance, mais aujourd'hui, nous, on utilise la transparence, c'est le chemin vers la confiance. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque le plus, qui est le plus complexe, et où les grandes marques de distribution et les grands retailers auront beaucoup de mal à revenir parce que la confiance a été perdue. Et que la partie de la traçabilité et de la transparence, ça permet aussi d'assurer en fait énormément de diminuer le nombre de risques sur la partie sanitaire. On en parlait peu, mais il y a énormément une augmentation énorme au niveau des scandales sanitaires récemment. Enfin, sur les 5 dernières années, moi je l'ai vu aussi quand j'étais en retail auparavant. Et ça fait partie de la confiance qu'on construit. Donc nous, c'est vraiment d'être ce partenaire de confiance au quotidien où je n'ai pas à me poser la question si j'ai fait le bon choix ou pas. Paul, justement, Colline parle des grands acteurs. Tu nous disais tout à l'heure 3000 commandes par jour sur la Belle Vie. Ça représente quoi par rapport à un gros acteur français, type Carrefour, type Auchan, type Leclerc? En région parisienne, ça fait nous pas les derniers, déjà. Ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'on doit faire la moitié d'un Carrefour LAD en France, en Île-de-France. Et du coup, ah oui, la moitié, donc ça commence à faire beaucoup. Vous n'êtes plus le petit nouveau pour eux. Justement, comment ils vous voient? Est-ce que pour eux, vous êtes une sorte de, de R&D délocalisé en voyant comment vous travaillez et en essayant de vous copier? Ou est-ce que pour eux, vous êtes un énorme danger à venir? Non, je pense pas qu'ils nous voient comme un danger. Je pense qu'ils nous voient effectivement comme des défricheurs d'un nouveau mode de consommation. Et ce qu'ils ne peuvent pas forcément faire en interne, ils nous regardent. Voilà. Et je parle en général pour tous les acteurs du retail historique. Et du coup, est-ce que tu pourrais te faire racheter par un d'eux? Je peux me refaire acheter par tout le monde. Voilà. Il y a des retailers en France, il y a des retailers internationaux, il y a des boîtes de log. Voilà. Après, il faut que ça soit un souhait de notre part. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais ça n'en est pas un. Non, on s'éclate bien. Dans le lancement d'une entreprise, le plus dur, c'est le début, parce que tu dois prendre soin de tes clients, tu es sur 10 000 sujets, et tu as un sujet qui est très stressful, qui est payer les salaires à la fin du mois. Et je touche du bois, pour l'instant, on les paye bien, et on a encore quelques années devant nous pour bien les payer et grandir sainement. Donc, on n'est pas du tout vendeur, et je pense qu'on a encore beaucoup de temps pour s'éclater. Ouais. Voilà. Et justement, sur la livraison, les livreurs de la Belle Vie travaillent pour toi ou c'est une boîte indépendante? On travaille avec aujourd'hui 7 ou 8 boîtes différentes, et certains livreurs travaillent avec nous depuis presque 6 ans. Ouais, c'est assez fou, donc j'ai l'impression qu'ils sont plutôt heureux de travailler pour nous, et pourvu que ça dure. Voilà. Mais pourvu que ça dure, je crois que c'est un bon mot pour conclure cette conférence. Pourvu que ça dure, de voir des nouvelles initiatives et puis surtout de vous voir vous tous grandir encore. Ça sera un vrai bon pas sur la façon dont on va manger demain. Merci beaucoup. Merci.